Bonjour, je suis Diallo Amadou Bori, je suis web entrepreneur, crypto trader aussi, je suis sur podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bienvenue. Merci mon frère. Dans ce nouvel épisode du podcast Dissidence, c'est un grand plaisir de recevoir quelqu'un que je suppose être dissident. Ouais. Je sais que tu as envie de beaucoup parler et c'est pourquoi je me fais l'honneur de t'inviter pour qu'on discute de beaucoup de choses. Qu'on discute d'argent, qu'on discute d'actualité, qu'on discute de tout ce qui est en rapport avec notre cher et fameux paradis. Ouais. Déjà, comment tu te sens? Comment tu n'étais pas là, tu viens à peine d'arriver? Comment... Ça va, je vais très bien par la grâce de Dieu parce que on dit toujours chez toi, c'est chez toi quand même, peu importe ce qui se passe là-bas. Okay. Je suis bien arrivé, que tout va bien, j'ai trouvé la famille, tout le monde se porte bien, ça va. Ok, Dieu merci. Et comment Bori s'est retrouvé dans l'entrepreneuriat? Bori s'est retrouvé dans l'entrepreneuriat déjà parce qu'à la base, je suis né, j'ai trouvé que ma mère était déjà dans l'entrepreneuriat. Elle était entrepreneur? Elle était entrepreneur déjà. C'est vrai qu'elle faisait du commerce, mais aussi elle faisait des investissements, elle achetait des terrains, elle était dans pas mal de trucs. Donc à l'âge de 16 ans, on a déménagé, on est parti à Kipé. Déjà, moi j'ai grandi à Dabompa. Quand on est allé à Kipé, directement sur le coup, elle a ouvert une entreprise. C'était sa première entreprise formelle, tu vois, parce qu'elle a pris ses papiers, elle a créé une entreprise d'emballage de sachets d'eau, donc elle avait une usine d'eau. Je n'ai pas tout de suite commencé à travailler dans son entreprise parce que j'étais au lycée. Donc elle m'a amené suivre des formations aussi dans une entreprise et tout. Après, vu que c'était des formations de développement personnel, entrepreneuriat... C'est elle qui t'a envoyé à suivre des formations? C'est elle, bien sûr, c'est elle qui m'a envoyé. Elle est instruite? Elle n'a jamais fait l'école. Okay. Mais elle m'a toujours dit de trouver un second plan, si l'école ne marche pas. Au-delà de l'école? Parce que je suis le dernier fils, je suis le Benjamin. Okay. Elle a vu ce que déjà ça a produit avec mes grands frères qui ont étudié, qui n'ont pas eu de boulot. Donc elle m'a tout de suite fait comprendre que soit je fais un métier, ou j'apprends une autre compétence en dehors de l'école, parce qu'elle-même, elle ne croyait plus à l'espoir des études quand tu as le diplôme dans ce pays. Donc très vite, quand j'ai eu le bac, j'ai arrêté les études, je n'ai jamais fait l'université. Tu n'as pas fait l'université? J'ai pas fait l'université. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait elle qui était là, et c'est pas qu'elle me mettait trop de pression. Elle m'a laissé faire ce que je voulais. Après, il y a un grand frère aussi, peut-être je te dirai son nom tout à l'heure. Lui, il m'a fait comprendre que l'école, l'université, lui-même, il n'a pas fait l'université et que je n'avais pas besoin de faire l'université. Lui, il s'en sortait bien à l'époque? Oui, il s'en sort toujours bien parce que lui, il a réussi dans son domaine, dans ce qu'il fait. Il est devenu numéro 1. Sans l'université? Sans l'université. À l'occurrence, c'est Gianni Alpha. Ok. Donc, la petite histoire, je suis allé voir Gianni le jour où j'ai eu le bac. Je lui ai dit, grand, je viens d'avoir le bac, donne-moi l'argent, je vais aller pour payer l'orientation à Gupol, tu vois. Ce jour, je me rappelle, on était en studio. Il ne m'a rien dit. Il était prêt à me donner l'argent parce que les gens ne savent pas, mais Gianni a payé une partie de mes études au lycée. Tu vois, donc, quand je suis allé, après, il me dit, on monte dans sa voiture, il me dit, petit, qu'est-ce que tu veux faire d'abord à l'université? J'ai dit, grand... la fameuse question. La fameuse question. J'ai dit, j'avais pas pensé. Je vais aller prendre les choix qu'on va me donner là. J'ai droit à 3 choix ou 2 choix comme ça. Après, il me dit que tu vas laisser l'État ou quelqu'un décider pour toi, ou tu vas faire l'université parce que tes amis font l'université. Il m'a raconté son histoire. Il dit que lui n'a pas fait l'université, il a eu le bac, il s'est orienté, il a fait multimédia. Parce qu'à la base, il savait qu'il allait être rappeur dans 10 ans et qu'il allait avoir une carrière à gérer, donc il devait connaître un peu de tout dans son domaine. Donc il m'a dit la même chose, va trouver ce que tu veux faire, ce que tu veux être dans 10 ans, et reste sur ce chemin-là, tu es jeune. C'était en 2019. Il me dit ça, il me dit, voilà, moi je te soutiens dans tout ce que tu feras, que tu fasses l'université ou pas, sache que tu n'es pas obligé de le faire. Après là, j'ai eu le déclic. Il a titillé. Il a titillé, voilà.
Ok. Donc, ça s'est passé comme ça. Pour revenir sur le cadre de l'entrepreneuriat, donc c'est comme ça ma maman m'a initié dedans aussi parce que je l'ai vu faire. Ok. C'était une inspiration pour toi? Une inspiration pour moi, tu vois. Et à chaque fois que j'ai voulu faire un business, si elle a les moyens de m'aider, elle m'accompagne. Jusqu'à présent, tu vois, ma maman, elle n'a pas besoin de comprendre ce que je fais en détail. Elle a juste besoin de savoir est-ce que j'ai vraiment l'envie de le faire et la volonté de le faire parce que elle m'a bien éduqué, elle n'a pas peur qu'il y ait des répercussions après, quoi. Et aujourd'hui, ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Comme ça, on peut dire. Est-ce que tu ne trouves pas que nos parents devraient peut-être être dans cette optique-là, l'optique de nous dire, ben, asseye-toi, réfléchis, à voir ce qui peut être bon pour toi, regarde le monde, regarde comment les choses fonctionnent et regarde vraiment ce qui peut être bon pour toi et oriente-toi vers ça, en lieu place de nous dire forcément, il faut avoir un diplôme, il faut aller vers ici, il faut aller vers ça. En fait, nos parents veulent forcément et strictement décider à notre place. Ouais, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de familles. Les parents n'écoutent pas les enfants ou les jeunes, tu vois. Alors que les jeunes, c'est vrai que les parents sont plus confrontés à la vie qu'aux jeunes, mais les jeunes aussi ont leur réalité que les parents ne comprennent pas. Tu vois, parce que les jeunes, ils ont les débats au quartier. Ils voient ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parfois, les parents ne sont pas là. Les parents sont occupés à faire leur travail. Donc, ils ne communiquent pas avec eux. Moi, la chance que j'ai eue, je peux dire que je suis le confident de ma mère. Et elle est ma confidente aussi, tu vois. Au-delà du fait qu'elle soit ma mère, il y a des choses que je me dis avec elle, tu vois. Il y a des choses que parfois je passe des heures au téléphone avec ma mère quand je ne suis pas là, tu vois. Donc elle connaît presque en détail ce que je fais. Donc elle m'écoute. Ça m'a poussé à prendre de bonnes décisions parce que je me dis à chaque fois, qu'est-ce que la maman va penser après si je fais ça, si j'agis comme ça. Parce que je sais qu'elle m'écoute. Mais si je savais qu'elle ne m'écoutait pas, j'allais essayer de faire la tête ou peut-être même dériver ou aller dans d'autres trucs, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, les parents, c'est obligatoire même pour eux d'écouter les enfants, de voir ce qu'ils ont à dire, de créer cette communication-là, de les laisser discuter, de prendre des bonnes décisions ensemble, mais pas que de décider pour eux. La plupart des parents ne sont pas préparés à ça, surtout à cette ouverture de dire, viens, assieds-toi là, discutons en fait de ton avenir. Qu'est-ce que tu en penses? Je te propose ça par exemple. L'université, moi j'ai ciblé tel domaine. Est-ce que tu aimes ça? Ou bien, qu'est-ce que toi tu en dis? Les parents ne sont pas dans cette optique-là. Ils sont toujours bloqués à l'idée de, voilà, voici ce que tu dois faire. Tu dois forcément aller vers ça. Et à quel moment, toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, mais à quel moment tu as atteint la stabilité financière? Bon, la stabilité financière, je pense que c'est un peu trop dit pour moi pour le moment parce que tu sais, il faut être honnête. Du moment où parfois tu t'arrives à gagner de quoi te nourrir toi-même, tu n'es plus à la charge familiale. Le minimum. Le minimum, tu vois, tu es logé, parfois tu voyages, tu fais ce que tu as à faire. Je pense que c'est bien, mais ça ne veut pas dire que tu es stable financièrement, tu vois, parce que tu t'arrives de faire des fins de mois difficiles. C'est pas comme si tu avais un salaire fixe. Tu sais que entre le 5 et le 10, je dois recevoir ma paye. Tu vois, c'est pas comme ça. Parfois, quand tu es dans l'entrepreneuriat, parfois tu peux faire 2 mois. Tu n'as pas eu de l'argent, même pour payer ton loyer, tu vois un peu. Mais après, un gombo tombe ou quelque chose sort comme ça, tu vois. Après, tu fais ce qu'un employé pourrait faire en 6 mois, tu fais en 2 semaines ou tu fais en 1 semaine. Donc, tu vois en fait le truc. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on a raté les autres choses de la vie. Tu vois, parce que les gens prennent ça comme un second plan. Comme un second plan, tu vois. Comme un second plan. Alors que c'est lorsque même tu es super bon dans c'est lorsque tu réussis même dans le salariat que tu devrais entreprendre. Mais c'est pas quand tu rates toutes les demandes ou toutes les propositions où tu as déposé ton CV là, tu vois qu'on ne t'emploie pas là, ou bien tu as tenté d'être dans la fonction publique, on ne te recrute pas là. Tu dis, je vais aller entreprendre. C'est comme un peu les écoles professionnelles. Souvent, c'est quand les gens n'ont pas le bac, ils s'orientent vers l'école professionnelle, sachant que tu peux avoir ton bac et décider de ne pas aller à l'université et préférer les écoles professionnelles. C'est ce que je te dis en fait, tu vois. Donc, ils pensent que c'est entreprendre. Parfois, on a la contrainte quand il n'y a plus autre chose à faire. Alors que ce n'est pas ça en fait, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est une voie, c'est un voyage en fait. On ne peut pas arriver. Tu n'as jamais quelqu'un qui va dire que aujourd'hui, je suis le plus grand entrepreneur au monde ou je suis le meilleur. Personne n'est arrivé encore, tu vois. Mais chacun fait son petit bout de chemin. Chacun essaye de créer un impact autour de lui, échanger ça contre de l'argent ou peut-être quelque chose d'autre, tu vois. Il y a des gens qui n'entreprennent pas aujourd'hui pour de l'argent seulement.
Tu vois, en fait, le truc. Moi, je connais des gens personnellement en Guinée qui sont rentrés en Guinée pour entreprendre ici. Si c'était pour de l'argent, ils seraient devenus des millionnaires en dollars. Ils auraient revendu leur boîte. Mais ils ont décidé aujourd'hui de créer l'impact social, l'impact pour le pays et le sens du patriotisme aussi qui les pousse à faire. Tu vois, un peu le truc. Donc, tu dois trouver une raison fondamentale pour entreprendre. Et ensuite, te mettre dedans et comprendre que ça va être rude. Et c'est dur. C'est très, très dur, en fait. C'est pour les gens qui sont forts. Il y a des gens qui pensent que quand tu es de l'entrepreneuriat, tout va être rose. Il n'y a pas de moments difficiles, il n'y a pas de galère. C'est l'Eldorado de la vie. C'est impossible. C'est impossible. En fait, 10 sur 100 entrepreneurs, les 95 échouent et abandonnent. Tu sais, parce qu'ils ne commencent pas avec... un pourquoi, tu vas en faire le truc. Un pourquoi pertinent. Pertinent. Il commence pour de l'argent. Et à un moment, tu vas gagner l'argent. Tu vois, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu vas retourner reposer sur tes lauriers? Non. Mais les vrais entrepreneurs, ils ont le cardio. Tu vois, moi, je lis beaucoup. J'ai lu l'histoire de Elon Musk, tu vois. Je vais parler de lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a misé tout sur ses entreprises, tu vois. Il prend 100 millions de dollars qu'il a, il prend crédit des gens, il augmente sur ça, il met sur un seul projet. Parce qu'il est fou, tu vois, en fait, parce qu'il a le cardio. Donc, à chaque fois, un entrepreneur, tous les matins, sache que tu frôles la prison, tu frôles la mort, tu frôles tout. Mais l'employé, lui, il n'a aucun souci. Après tout, il s'en fout, tu vois. Si on lui dit de rentrer tout de suite, il rentre, il dort, il passe la journée. Tranquille. Tu vois, mais le patron, lui, il sait qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il y a l'État qui est là. Tu vois, en fait, il y a les clients, il y a les employés que tu dois gérer, il y a les malhonnêtes qui sont autour de toi dans ton entreprise, tu vois. Donc, il y a tout un tas de choses que tu vois, moi, je vais te faire une petite anecdote, tu vois. En 2021, lorsqu'on a créé Visco. Ouais, j'allais te demander. Voilà, tu vois, quand on a créé Visco, je vais citer seulement deux choses qui nous ont fait tomber. Je peux dire qui nous ont amenés au bord de la faillite. La première chose, c'était quoi? C'est-à-dire nous-mêmes, nous n'étions pas prêts pour le projet. On a eu l'idée. Côté finance ou quoi? Pas finance. On avait déjà lancé l'entreprise, tu vois. On a lancé l'entreprise, j'avais ma voiture, mon ami il avait sa voiture, on a acheté une autre voiture, tu vois. Tout a commencé à partir de là. Ça a commencé à rouler. Maintenant, la première chose qui nous a fait tomber, c'était quoi? On n'était pas prêts parce que l'idée était tellement grande que on ne pouvait pas comprendre à quel point ça allait retomber sur nous parce que imagine, il y a eu la communication, toutes les personnes avec qui je me connais. Est-ce que tu peux rappeler c'était quoi Visco? Visco, c'est même pas c'est toujours, tu vois. Okay. Visco, c'est... Bon, sauf qu'on a changé de statut maintenant. Sinon, Visco, à la base, c'était une entreprise de transport. On voulait résoudre le problème de déplacement pour créer de la fluidité à Conakry et tout, tu vois, parce qu'il y avait des gens, nous-mêmes, on était confrontés à ce genre de problème. Parfois, tu as un programme, tu veux sortir, tu veux aller à un rendez-vous, tu n'as pas envie de prendre un taxi ou tu n'as pas envie vraiment de prendre une moto. Tu peux avoir une application ou un site ou un numéro que tu peux appeler, on vient te chercher avec un chauffeur VIP, tu vois. Donc, l'idée est venue de là, on était assis dans un salon, Norbert et moi, tu vois. Après, direct, on a créé, on avait nos deux voitures. Et sur le coup, dès qu'on a créé la page, on a eu un premier contrat. Tu vois, c'était un Russe qu'on devait prendre à l'hôtel Riviera pour le déposer à l'aéroport. Après, on a dit que donc ça marche. Donc, il y a des gens qui le font. Après, ce Russe-là, il nous a recommandé à deux autres étrangers. Et puis, c'est parti de là parce qu'eux, ils ouvrent les contacts. C'est pas comme nous. Eux, ils recommandent, en fait. Ils font vite la recommandation. Donc, c'est parti de là. On a eu un troisième associé. On a acheté une troisième voiture. Et quelques mois, on a commencé à voir les réalités du terrain. Tu vois? Donc, la première chose qui nous avait fait tomber, c'était la communication avait dépassé nos capacités à satisfaire les clients. Ouais, il y a Claudette qui dit qu'il y a des entreprises qui partent en faillite parce que ça marche beaucoup. Ça marche beaucoup. Donc, nous, ça marchait tellement beaucoup qu'on s'est assis vraiment maintenant, on ne savait plus quoi faire. Parce qu'il y avait des clients qui appelaient, on ne pouvait pas les satisfaire. Après, ils disaient, bon, c'est pas un truc qui est sérieux. C'est pas sérieux. La demande était plus que l'offre. Tu vois, c'était pas sérieux. La deuxième chose qui nous avait fait échouer, c'était quoi? Mis à part les problèmes externes comme la réalité des routes ou la façon dont les gens comprennent les choses, c'était pas ça. C'est-à-dire, dans l'entreprise, on a recruté un monsieur qui avait un Master 2. Ah. Tu vois? Ouais. Mais je te dis, bro, ce monsieur-là, le jour où moi je l'ai vu pour la première fois, j'étais séduit.
Lincoln peut en témoigner, tu vois. J'étais tellement excité à ce qu'on le signe, tu vois. On a pris toute l'entreprise, on a mis dans ses mains. Ouais. On lui a fait confiance parce qu'il parlait bien l'anglais, il a fait le Maroc, il a étudié, il a Master 2. Ouais. Il a même parlé avec notre associé aux États-Unis, il parlait en anglais propre. Moi, j'étais là. J'étais séduit. J'étais très séduit, tu vois. Et ce gars, quand on l'a employé, il lui a fallu un seul mois, 30 jours, pour vider nos comptes, Wow. détruire toutes nos voitures. Moi, c'est là-bas, j'ai perdu ma voiture. Pourquoi il a fait ça? Parce que, en fait, déjà, la responsabilité, elle était à 50-50. Nous, on avait laissé les rênes de l'entreprise avec lui parce qu'on avait d'autres sources de revenus. Ouais, vous étiez trop focus sur d'autres. Premier problème, tu vois, on fait le truc. Le deuxième problème qui s'est passé, c'est que lui aussi, finalement, ce qu'il faisait, je vais te dire un truc. Le chauffeur, quand on lui dit d'aller mettre du carburant à la station, tu sais ce qu'il fait? Non. Il va à la station, il achète un reçu. Tu lui dis de mettre 30 litres dans le véhicule pour des contrats et tout. Il part, il met 20 litres ou 10 litres. Après, il prend 50 000 ou 100 000, il achète un reçu. On lui fait on fait un reçu de 30 litres. Il vient, il remet au comptable au bureau. Wow. Après, nous, on est là, on pense que les comptes sont bons. Tu vois? Après, le gars, ce qu'il faisait aussi, lorsqu'un client prend... Parce qu'on avait décidé de faire les contrôles à la fin de chaque mois. Tu vois, une fois par mois, on allait se retrouver, on fait le bilan, les entrées, les sorties, parce qu'on avait des garages aussi partenaires qui réparaient nos voitures. Après, on les paye à la fin du mois. On avait bien structuré tout, sauf l'essentiel. Parce qu'après, le gars, on a fini à la gendarmerie. Parce que avec lui, tu vois, le gestionnaire. Pourquoi? Parce qu'il avait bouffé près de 22 millions. Wow. Tu vois, juste un mois. Juste un mois. Et puis, c'est le mois de février. Juste un mois, en fait. C'était pour qu'on l'appelle, on lui dit, gars, bien, on va payer les chauffeurs, on va payer le bureau, on va payer les employés et tout. Viens, on s'assoit. Et puis, il ne vient pas. Tu vois, et un jour, je sors la nuit, je le vois avec l'une de nos voitures, il était en panne. Je sais pas, il était avec des filles dans la voiture. J'ai dit, là. Avec les filles dans la voiture? J'ai dit, c'est notre gestionnaire, ça. J'ai appelé mon ami. Personne n'a cru, en fait. Tu vois, l'entrepreneuriat. Celui qui a un Master 2. Un Master 2. Depuis lors, ne me parle pas de ton parcours, de ce que tu as fait. Ça ne me regarde pas, en fait. Viens, on parle d'idées. Viens, on parle de ce que tu comptes faire, comment tu veux faire. Et je te mets à l'épreuve avant de te faire confiance. Je questionne sa probité. Tu vois, je te questionne, je t'analyse d'abord et tout. Donc, ça a été un coup très dur. On a perdu tout ce qu'on avait presque dans nos caisses. Et comme si ça ne suffisait pas, on a un contrat à Dabola. Une dame veut aller là-bas pour une cérémonie. Elle vient, elle nous suit, elle nous fatigue, elle paye même l'argent cash au bureau et tout. Nous-mêmes, on ne voulait pas. Après, il se lève, le gestionnaire, il dit qu'il peut faire parce que tous les autres chauffeurs étaient déjà sous contrat. Parce qu'à la base, on n'avait pas changé l'idée d'abord de l'entreprise, tu vois. C'est nous-mêmes, on gérait tout. C'était catastrophique. Il n'y avait pas assez d'employés. Il n'y avait pas non seulement assez d'employés, mais aussi on avait centralisé les activités. C'est-à-dire, on n'avait pas eu l'idée de faire comme Uber, comme Yango ou comme Yassir ou d'autres entreprises à l'étranger, tu vois, où n'importe qui a une voiture peut être dans l'entreprise et avoir des contrats. On n'avait pas fait ça. On comptait que sur nos voitures. Et le gars, il prend ma voiture, il sait qu'il n'a pas une maîtrise. Il a un permis, mais il ne sait pas conduire. Possible qu'en Guinée. Pour Télémélé. Pour Dabola. Ah, Dabola. Tu vois, il a un permis, mais il ne maîtrise pas la conduite. Master 2. Master 2. Tu vois, on fait le truc, le gars. Donc, il prend ma voiture qui était neuve, il part avec. Et moi, le lendemain, je suis allé à Boké avec Diani, c'était pour le concert de Youssoupha et tout. Après, avant d'arriver à Mamou, il a changé 3 pneus. Master 2. Il faut préciser. Tu vois, on fait le truc. Bro, il n'est pas arrivé à Dabola. Finalement, on a ramené l'argent de la dame. On a pris une autre voiture pour elle, pour qu'elle puisse arriver. Parce qu'elle était avec sa maman et sa tante. Le gars, finalement, ma voiture a été remorquée pour Conakry. Et lui, il est revenu. On lui a demandé pardon. Le gestionnaire, on lui a demandé pardon. L'argent qu'on a fait ce mois-là, envoie ça. On va payer les employés. On va continuer maintenant sur d'autres bases. Il disparaît. Dans la nature. Dans la nature. Tu vois? Donc, ça fait que on ne peut plus faire confiance aux gens qui ont fait de longues études. Ouais, carrément. Parce que c'est quelque chose qui masque, en fait, ce qu'ils sont.
C'est un voile. C'est un voile, tu vois. Ouais. Après, moi, j'ai un master, j'ai un doctorat, quelque chose. Je Mais parle tu le anglais. mets sur la pratique, il va nulle part. Les gens qui parlent souvent de déception amoureuse, moi je me demande est-ce qu'ils ont vraiment vécu le goumen entrepreneurial. Non, Parce c'est qu'en pas- fait, c'est pas quand tu n'as pas le cardio, tu peux Non, tu c'est peux pas t'étouffer. C'est pas possible. Moi, en ce moment même, là, mes relations amoureuses ou tout ça, là, les filles, même quand elles me parlaient parfois, t'as pas mon temps, tu fais ci, t'es pas fidèle. Ça ne me faisait ni chaud ni froid. Moi, j'ai un problème de 22 millions à régler d'abord quelque part là. Après, je vais venir te parler. Attends-moi d'abord. Mais pour le moment là, mon cœur est occupé. Et actuellement, Visco est à quel niveau? Visco, merci pour la question. Déjà, Visco, c'est pourquoi même je suis venu. C'est l'une des choses pour lesquelles je suis là. Visco part sur de nouvelles bases. On a créé maintenant Visco Group. Donc, ça va être une grande filiale. On va se développer sur plusieurs domaines parce qu'on a des partenaires qui veulent investir. On a eu des gens qui nous ont proposé des voitures. Il y a même un monsieur qui nous a proposé des voitures électriques depuis la Chine pour qu'on puisse développer ça. Mais on est en train de voir d'abord les négociations et tout, tu vois. Après, on essaie de faire une levée de fonds aussi parce qu'on veut... Pour le moment, c'est une SARL. On a pris les papiers et tout. On va faire entrer d'autres investisseurs, d'autres actionnaires afin de pouvoir bâtir comme Yango ou comme Uber. Parce que le problème en Guinée sur le transport, nous, on dit qu'on a un avantage. Pourquoi? Parce qu'on est déjà parti une fois. Tu vois, c'est pas comme si on commençait. Vous avez déjà l'expérience. L'expérience. Et jusque-là, crois-moi, jusque-là, on n'a pas de voiture, mais jusque-là, on fait quand même des contrats. Tu vois, parce qu'on a la base clientèle. Près de Des recommandations. 1800, 2000 contacts que moi j'ai eu à faire avec Visco sur des recommandations. Donc on a cette base de données-là. Et ces clients nous appellent. Parfois on les recommande il y a mon cousin qui a une voiture qui va te récupérer à l'aéroport ou qui va te déposer ici. Tu vas en faire le truc. Ça va quand même, ça va. D'accord. Et de nos jours, il y a... On va revenir peut-être plus tard sur la crypto. De nos jours, beaucoup de gens parviennent à se faire énormément d'argent grâce à un simple téléphone, grâce à un simple Tecno, grâce à un simple Samsung même et Itel. Ouais. Et comment c'est possible de nos jours de gagner de l'argent sur Facebook ou bien grâce à Internet? Déjà, je pense que la question là, elle est basique. Pourquoi? Toi déjà tu sais, mais pour les auditeurs ou les téléspectateurs. Oui, parce que tout le monde n'a pas le Voilà, même tu niveau vois, d'information que tout nous. le monde n'a pas le même niveau d'information. Aujourd'hui, si tu penses que tu sais quelque chose, mais tu ne sais pas faire de l'argent sur Internet, c'est que tu es un analphabète. Ouais. Tu vois, en fait, le truc. Si tu penses que tu connais quelque chose, mais tu n'as aucun moyen de gagner un revenu sur les réseaux sociaux. Et là, je ne parle pas même de ce que payent les réseaux sociaux. C'est-à-dire de ce que les rémunérations digitales. Je ne parle pas de ça. Je parle des activités qu'on peut mener rien qu'avec Facebook, rien qu'avec Instagram ou TikTok. Si tu es intelligent, tu vas gagner beaucoup d'argent. Je vais donner un exemple très simple. La dernière fois, je disais à une fille me parlait qu'elle a besoin de faire un boulot pour gagner quelque chose, un petit... Tu vois, chaque fois que je reçois ce genre de message et tout, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu sais gérer une page? Il dit, bon, peut-être elle saura. J'ai dit, ok, si tu ne sais pas, va sur ChatGPT, vu que tu as l'application, tu vois, ou même ton messenger, il y a Meta AI, tu vas aller lui demander, j'ai envie d'être gestionnaire de page. Tu lis, il suffit de lire. Tu lis, il te dit quoi faire. Si tu sais gérer une page, je peux t'aider parce que moi, je le fais parfois. Je gère des pages. Je peux gérer 4-5 pages à la fin du mois. Je me retrouve avec 3 millions, 4 millions, 5 millions. Tu vois, rien que pour ça. Et parfois, ça paye ma connexion si je suis là. Même quand je ne suis pas là, je fais ça pour certaines pages. Même parfois, créer une page, tu peux facturer 300 000, 200 000, tu vois. C'est facile. Tu vois, avec le truc. Ça, c'est seulement ça. Tu vois. Maintenant, quand il s'agit de promouvoir les lieux, promouvoir un restaurant, promouvoir une boutique, vendre quelque chose, tout le monde peut le faire. Tu vois, tout le monde peut le faire. Mais il y a une manière qu'il faut apprendre. Si tu veux aller plus loin, il faut apprendre à le faire. Récemment, j'étais avec le frère Karamo, de qui je salue au passage. En fait, j'ai passé du temps avec lui. Mais bro, j'ai halluciné quand j'ai vu ces chiffres. Tu vois? Grâce à Internet. Grâce à Internet. J'ai halluciné. Il a créé son agence. Je vois comment il fait et tout. J'ai halluciné. Il y a des choses... Aujourd'hui, il suffit juste d'oser. Tu vois, c'est pas n'importe qui ose prendre son téléphone, activer sa caméra et parler. Tu vois, il y a des gens même, ils sont tellement complexés sur Facebook qu'ils ne font aucune publication. Aucune. Avec un profil verrouillé en plus. Un profil verrouillé, tu vois.
Et après, c'est ces gars qui viennent te dire, ah, bah, ce que tu dis là, c'est pas comme ça, tu dois dire. Ah, mais ce que tu as fait là, c'est pas comme ça, tu dois faire. Tu vois, parfois, moi, avant de répondre Les experts de l'ombre. avant de répondre à certains commentaires, je vérifie ton profil. Je vois parfois ta dernière publication elle date de 2023. Mais je ne vais pas te répondre. Ouais. Tu vois, parce qu'il faut du courage même pour poster. Les gens ne savent pas. Donc, Ouais. pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux ou bon, sur Internet, ce n'est pas quelque chose maintenant qu'on dit que c'est une tendance. C'est quelque chose même qui t'a... Genre, Ouais. il y en a ici depuis longtemps. Bientôt, ça va devenir obsolète. Même. Voilà, ça devient obsolète, on passe sur d'autres choses maintenant, quoi, sur d'autres fréquences, tu vois. Ouais. Gagner l'argent sur Internet, tu peux créer des contenus. Si tu es focus, si tu es discipliné, tu vas impacter des gens. Et on n'est pas obligé, entre parenthèses, on n'est pas obligé de s'exhiber ou d'insulter. De faire de la bêtise. Tu vois, parce que malheureusement, je vois aujourd'hui beaucoup de personnes, des pseudo-influenceurs, entre guillemets, parce que ce n'est pas des influenceurs, qui aujourd'hui préfèrent créer du buzz autour d'un sujet à polémique, parfois même qui va dans la dépravation, parfois même qui va dans le non-sens. Tu vois? Quand tu regardes dans les autres pays, la façon de créer des contenus, et quand tu regardes, nous, nos créateurs de contenu en Guinée, tu te demandes, mais vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, il y a ce problème-là. Ouais. Je pense que l'État, ou je ne sais pas, bon, je n'aime pas souvent prononcer cette phrase-là, mais je pense que nous tous, on doit créer un cadre pour encadrer cela. Et tu sais pourquoi? En fait, moi, je me dis que c'est parce que les gens qui ont cette information de créer des bons contenus, des gens intelligents qui sont censés créer des contenus, c'est parce que les gens là, ils ne font rien, ils sont dans l'inaction, on observe des médiocres créer des contenus, et les gens qui sont censés créer des bons contenus avec de bonnes informations, et ils ne font pas, ils font rien, ils préfèrent regarder Je suis tout à fait d'accord avec les gens toi. qui font du n'importe quoi sur les réseaux. La dernière fois, j'ai fait un post, je pense que j'ai tiré ça de Claudel. En fait, le nombre d'idiots qu'il y a en Chine, je peux dire que ça dépasse, si tu réunis les populations de l'Afrique de l'Ouest. Le nombre d'idiots et d'imbéciles, même en France peut-être, ou aux États-Unis, si tu prends le nombre de personnes qui ne servent à rien, qui sont des imbéciles de la société, qu'on appelle souvent des marginaux, si tu prends ces gens-là, ils sont plus nombreux que la population guinéenne. Tu vois? Mais c'est parce qu'en fait, là-bas, la minorité, les quelques personnes qui ont décidé de faire les choses bien et en grand, se sont organisées, tu vois, et on leur a donné de la force. Tu vois, en fait, La minorité. La minorité. Les quelques personnes là, les 2-3 personnes qui ont décidé de penser, d'imaginer, de créer quelque chose, se sont organisées pour le faire. Tu vois, on fait le truc ici. Mais ici même, tu commences à faire un contenu sur le développement personnel, ah ben, on se moque de toi. Ouais. Moi, je connais des proches qui ont créé des contenus à caractère éducatif, mais c'est vraiment difficile de percer dans le domaine. Ils vont disparaître. Ouais, ils vont disparaître et parfois ils changent de centre d'intérêt. Ils préfèrent prendre des domaines où il y a plus de réactions. Ouais. Dès que tu parles, là, les gens viennent. Tu vois, en fait, on ne valorise pas l'intellect. On est plus réactif sur des sujets qui ne font pas bouger les choses, en fait. Yes. Difficilement en Guinée, tu trouves quelqu'un, un créateur de contenu qui offre des possibilités de se faire de l'argent, par exemple, à travers l'IA. Non, c'est Même s'il y en a, ben, nous, on ne les connaît pas parce que les gens n'aiment pas ce genre de contenu-là. Les gens préfèrent qu'on dise, ben, la famille Azaya, il a enceinté tel, ben, quelqu'un aujourd'hui l'a fait tel. Les gens aiment ce genre de sujet. Les gens n'aiment pas des domaines où on valorise l'intellect. Et pourtant, il y a, avec l'Internet de nos jours, on peut se faire beaucoup d'argent. Moi, quand j'observe la société guinéenne, je me dis qu'il y a beaucoup de domaines qui sont inexplorés pour le moment en Guinée. Pourtant, il y a le dropshipping, il y a le e-commerce, il y a l'IA, il y a une multitude de domaines dans lesquels on peut se faire de l'argent sans l'université, sans de grandes connaissances. Tout est facile. Ouais. Mais... Je suis d'accord avec toi. C'est ça. On doit s'adapter, c'est tout. On doit s'adapter, on doit être discipliné. On doit vraiment trouver quelque chose de plus important à faire que faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Ouais, le problème, comme le disait coach Simon, la pauvreté, c'est le manque d'information. C'est le manque d'information. Ouais. Les gens n'ont pas cette information qu'à travers un petit téléphone, tu peux te faire beaucoup de millions. Rien qu'en restant avec un smartphone, tu es sur ton matelas et puis tu te fais beaucoup d'argent. Les gens n'ont pas cette information-là. J'ai rencontré un jeune récemment, Amadou Seck, j'ai même fait un podcast avec lui. Au Sénégal. Oui, au Sénégal. Lorsque j'étais là-bas, on a même travaillé avec lui. J'ai même travaillé avec lui, tu vois. Lui, ce qu'il fait, il m'a montré un jeune, il m'a présenté un jeune là-bas
qui, au mois de février, rien qu'en début d'année, entre janvier et février, qui avait fait plus de $50,000 sur le système IO. $50,000. Oui, sur le système IO. On lui avait même envoyé la plaque. On te donne un trophée, une plaque. Comme YouTube. Voilà, une certification là, pour ses ventes qu'il a effectuées là-bas, juste avec son téléphone. Et le gars, figure-toi qu'il n'a pas fait l'école. Il a juste appris comment rentrer sur le système IO, trouver des produits, générer des liens et partager ces liens-là dans ses communautés, montrer aux gens et les gens achètent. Parce que sur le système IO, tu peux avoir jusqu'à 80% de commission sur une formation ou sur un livre ou sur un produit ou quelque chose. Tu vois? Donc si le produit est vendu à $500, toi tu as 80% de commission sur les $500. Parfois les gens sont tellement généreux là-bas que je me demande est-ce qu'ils sont pas fous, tu vois? Et figure-toi qu'il y a les Guinéens qui ne connaissent pas ça. Il y en a plein même. Ouais. C'est le manque d'information. Notre retard, le retard de la jeunesse est lié à ça. Il faut comprendre, si tu veux savoir ça, il faut aller faire une recherche sur les choses les plus recherchées, les plus tapées sur Google ou sur YouTube par les Guinéens. Tu vas comprendre ce qui se passe. Tu vas savoir notre centre d'intérêt même. Qu'est-ce qui nous intéresse même? Tu vas comprendre ça. Tu as fait des recherches là, qu'est-ce qui sort? Je n'ai pas fait pour cette année, mais j'avais fait pour l'année passée. Je pense que j'avais vu en premier, je pense que c'était quoi? C'était OneXBet. OneXBet. Ouais, quand même. En tout cas, si ce n'est pas des paris sportifs, c'est des actualités de football, c'est des actualités politiques, tu vois. Ça finit pas. Ça finit pas ce genre de truc. Il y a rien là-bas qui puisse apporter un plus à quelqu'un. Ouais. Tu vois, il n'y a rien qui puisse apporter un plus à quelqu'un. Est-ce que tu as constaté un phénomène en Guinée qui est en train vraiment de s'installer dans la tête de la jeunesse? C'est le désespoir, en fait. Les gens en Guinée, ils ont tellement tenté des choses que ça ne va plus. Ils sont dans une sorte de désespoir collectif. Ça ne bouge pas. Il y a des gens qui ont fini l'université, qui ont tenté, ils ont fait des dépôts de CV dans plusieurs entreprises. Pendant plus de 2 ans, ça ne bouge pas. Ils ont essayé peut-être de se débrouiller. Ils ont vu, ça ne bouge pas. Ils ont compté sur l'État. Ils ont vu, ça ne bouge pas. En fait, ils ont épuisé presque toutes les voies qu'il faut pour l'ascension d'un jeune. Ils voient que ça ne bouge pas. Et puis, ils sont lassés même. Ils sont à la maison. Ils sont désespérés. Ils ne savent plus quoi faire. Est-ce que tu as remarqué ça un peu? Oui, j'ai remarqué ça. Mais tu sais, moi, ma lecture des choses par rapport à ça, c'est quoi? Déjà, le désespoir est plus dangereux que la mort. Le désespoir, ça tue plus que la mort. C'est-à-dire, ça te tue avant que tu ne meurs même, physiquement. Parce que quand tu n'as plus d'espoir, tu ne peux plus rien faire et tu es exposé à tout. Et lorsque dans un pays, on a de plus en plus de jeunes qui désespèrent chaque matin, chaque jour, c'est des jeunes qui seront accessibles à faire des dégâts. Parce que quand tu n'as plus d'espoir, tu vas avoir peur de quoi? Tu vas avoir peur de braquer quelqu'un? Tu vas avoir peur de rejoindre un groupement terroriste ou faire quelque chose comme ça? Non, tu ne vas pas avoir peur. Parce que tu n'as plus d'espoir. Ouais. Tu vois? Tu es prêt à tout. Quand on dit que l'espoir fait vivre, c'est justement parce que le désespoir tue rapidement. Tu vois? C'est pourquoi l'espoir fait vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Parce qu'il ne suffit pas de pointer du doigt le problème. On doit aussi donner des solutions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Lorsque tu plantes un manguier, sans doute tu vas avoir des mangues. Mais lorsque tu ne veux plus avoir des mangues, qu'est-ce que tu dois faire? Mais il y a des gens qui ont tenté beaucoup de choses et ça ne bouge pas. C'est parce qu'ils se concentrent que sur le résultat. Ils veulent changer le résultat. Tu comprends en fait le truc? Ils vont aller postuler dans une entreprise X ici, ça ne marche pas. Ils vont aller dans une autre, ça ne marche pas. Ils vont aller faire le commerce, ça ne marche pas. Ils vont aller faire le transport, ça ne marche pas. Mais tout ça, c'est des résultats qu'ils cherchent. Mais est-ce qu'eux-mêmes, là, ils ont compris ce qui ne marche pas sur eux? Tu comprends en fait le truc? Je me dis que nous tous, on a des capacités intrinsèques à nous-mêmes. Si le fait de trouver un emploi, je pense que c'est la chose la plus facile normalement. Ça devait être la chose la plus facile. Tellement qu'on a les capacités nous-mêmes à créer les choses, à faire les choses. Tu vois? C'est quand peut-être tu as trop la flemme même, tu es trop paresseux, tu dis, attends, est-ce que je ne vais pas aller chercher un boulot peut-être? Mais ce n'est pas lorsque la vie chauffe sur toi, tu dois aller chercher un boulot. Si la vie chauffe sur toi, c'est parce que tu es concentré à vouloir changer, en fait, améliorer que les résultats. Alors qu'on ne peut pas changer les résultats d'une équation sans venir changer l'équation. Tu vois? Donc l'équation ici, c'est nous.
Nous, la jeunesse, le jeune Guinéen, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même routine depuis des années. Et tu veux que qu'est-ce qui va changer après? Rien ne va changer, mais tu commences par changer tes fréquentations. Tu commences par changer ton alimentation. Et ton alimentation, c'est au-delà de ce que tu bois, ce que tu manges. Ce que tu regardes aussi, c'est ton alimentation. Ce que tu lis, c'est ton alimentation. Ce que tu écoutes, c'est ton alimentation, tu vois. Donc, si tu changes tout ça, et par magie, tu vas croire que c'est comme par magie, les choses vont s'améliorer autour de toi. Tu vois, moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations désagréables, tu vois, où je vivais dans un environnement où ça n'allait pas du tout, tu vois. Mais après, qu'est-ce que je me dis? Je dis, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Je ne peux pas chercher les gens qui sont autour de moi pour leur dire, bah, ne me fréquentez plus. Je peux pas, j'ai pas les moyens de quitter là où je suis. Mais je peux quand même arrêter de passer la journée à la maison. Je peux aller chercher des endroits où il y a plus d'énergie, les énergies qui vibrent. J'ai commencé à aller au centre culturel franco-guinéen pour faire la lecture. Parce que le simple fait que de parcourir cette distance, aller jusqu'au CCFG... Tu apprends. J'apprends. Et une fois que je suis là-bas, l'atmosphère, l'énergie qui vibre dans la bibliothèque, c'est tranquille, c'est calme. Ça m'éclaircit les idées. Tu vois, j'ai commencé à fréquenter des endroits où il y avait la connexion gratuite pour que je puisse regarder des vidéos. En fait, m'exporter. Et t'informer. M'informer pour ne pas que je vive comme un Guinéen en étant en Guinée. Tu peux être en Guinée, mais ne pas vivre comme un Guinéen. Tu vois? Donc, je pense que les jeunes qui désespèrent, ils doivent arrêter de désespérer et commencer à se questionner eux-mêmes, à remettre en cause tout ce qu'on leur a appris, de tout petit jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Si ça n'a pas marché pour eux, mais qu'ils changent, qu'ils mettent de côté, qu'ils désapprennent ce qu'ils ont appris pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et pour toi, comment tu définis le développement? Bon, le développement, quel développement? Le développement personnel, le développement financier, le développement d'un pays ou quoi? Le développement d'un pays. Le développement d'un pays, bah, c'est simple, la phrase elle est très, très courte même. C'est le développement de ses citoyens. Tu vois, tu crois que la Guinée n'est pas un pays développé? Il n'y a pas de pays sous-développé pour moi. Il n'y a aucun pays qui est sous-développé. Il n'y a aucun pays qui est pauvre. Bon. Oui. Comment ça? Parce que il y a plutôt un groupe d'individus vivant sur un territoire donné qui refusent de réfléchir, qui refusent de travailler, qui refusent de s'organiser. Et là, on va dire que ouais, ce pays est pauvre. Mais quand on dit le pays est pauvre, c'est juste une façon de parler. Mais la Guinée, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Si on te demande quel est le pays le plus riche au monde, tu vas croire que c'est les États-Unis, mais non, c'est le Congo. Tu vois? Bien sûr. Parce que ce qu'il y a sous le sous-sol du Congo, il n'y en a nulle part. Mais les Congolais sont les plus pauvres au monde. Tu vois, on fait le truc. Donc, quand on parle de développement d'un pays, je pense que c'est le développement de sa communauté, de sa population, de ses jeunes, tu vois. Mais le pays à lui-même, je vais te dire un truc. Tu penses que si on prend tous les Africains, on les délocalise, les Africains, je ne dis pas les pays, hein. On prend tous les Africains, on les délocalise, on les amène en Chine. Tu sais qu'on peut tous contenir la Chine, non? Parce que les Chinois sont plus nombreux que nous. On nous amène tous autant que nous sommes. En Chine, on nous installe, chacun prend son appartement, sa maison, son travail, tout ça, sa voiture. On prend tous les Chinois. S'il faut qu'ils prennent même les Chinois idiots seulement, ceux qui sont smart, intelligents là, ils n'ont qu'à les laisser là-bas ou les amener ailleurs. Les médiocres. On amène les médiocres en Afrique, bro. Sur 10 ans, la Chine sera plus pauvre que l'Afrique. Avec les Africains avec nous les Africains qui sont partis en Chine. Okay. On va appauvrir le pays qu'ils ont rendu deuxième puissance mondiale. Et eux, ils vont développer le continent que nous avons rendu dernière puissance mondiale. Parce que le problème, c'est un facteur humain. Ce n'est pas un facteur économique ou, je ne sais pas, géologique ou géographique, tu vois. C'est un facteur humain. Le problème, il est humain. Tu vois. Donc, ton ennemi ne va jamais t'apprendre comment être plus fort que lui. Ouais. Moi, je comprends un peu cette logique-là, mais moi, je conçois la notion, le concept de développement dans une autre dimension. Ouais. Moi, je trouve que le concept de développement dont on nous fait miroiter, il n'est pas africain. Le développement, avec la définition occidentale, ce n'est pas un développement qui est africain. L'Africain a une autre définition, a une autre conceptualisation du développement. Nous, avant, nos parents, la façon dont ils concevaient la notion de développement, la façon dont ils interagissaient avec la nature, avec leur environnement, ils étaient bien dans ça. Mais tout le malheur est venu à partir du moment où on a été colonisé. Et là, il y a eu un renversement des situations. C'est que nous, on prenait... C'est pas qu'on a été, on est toujours colonisé. Bien, voilà. Mais pour l'époque, on vivait très bien avant eux. Mais quand ils sont venus, ils ont dit,
Le développement, c'est quoi? Il faut que sur le domaine économique, vous ayez ça. Sur le plan politique, il faut que vous ayez la démocratie. Sur tel domaine, tel domaine. Donc, moi, je crois que si l'Afrique vraiment veut être paisible, veut être tranquille, il faut qu'on quitte sous ce pressing occidental, le capitalisme, qu'on revienne à notre spiritualité, qu'on dise, ben, nous, en tant qu'Africains, on n'a pas besoin d'argent dont on parle là, on n'a pas besoin de tel, on n'a pas besoin de tel. Nous, on est bien avec notre nature là. On se réveille, on part cultiver la terre, on mange et puis on continue sur notre activité là. Donc moi, j'aurais mieux préféré qu'on parte sur cette base-là, sur cette dimension-là. Mais à vouloir suivre le capitalisme-là, je me dis que l'Afrique ne sera jamais développée comme on le conçoit en fait. Ça va être utopique. Je suis très d'accord avec toi. Mais je vais te dire un truc. Tu sais que quand tu dis à un Africain, quand tu lui dis que ses ancêtres furent où ils étaient les hommes les plus puissants au monde, les plus riches au monde, l'Afrique c'était le continent le plus développé, il ne va pas te croire. Ouais. Alors que lui-même, il va te dire dans la journée, ah ouais, l'homme le plus riche de tous les temps, c'était Kankou Moussa. Comme si Kankou Moussa était quoi, un Grec ou je sais pas quoi, un Romain, mais c'est un Africain. Tu vois, on a vu l'histoire de l'Égypte. Il y a tellement de choses qu'ils ont essayé de nous cacher, mais qui vont voir le jour avec cette ère-là. Tu vois, l'ère du vaisseau. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, en fait, tu vois. C'est l'ère de la révélation. Beaucoup de choses vont se produire sur cette ère-là, beaucoup de fréquences. Parce que ça tourne, en fait, le monde tourne autour des fréquences vibratoires. Donc, chaque ère, ça vient avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, en fait. Donc, les vérités d'hier sont certainement les mensonges d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles hier seront possibles maintenant. Et là, je pense que beaucoup d'Africains commencent à comprendre la puissance de l'Afrique avant. Ça se renverse. Ouais, à l'époque, c'était Alkebulan, pour ceux qui ne savent pas, le vrai nom de l'Afrique. Parce que moi, j'ai essayé d'étudier un peu l'égyptologie, j'ai des livres que je lis actuellement. Mais même ça, il y a des gens qui te disent, toi, tu vas devenir nouveau parce que tu lis beaucoup. Alors que je lis des livres de mes ancêtres. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est animiste ou athée ou qui a abandonné sa religion, en fait. Mais toute religion, la dernière fois, j'ai dit ça se fait, toute religion qui t'empêche de te remettre en question n'est pas une bonne religion. Tu vois? Mais c'est les religieux qui veulent nous empêcher de penser. Ils veulent nous enfermer dans un dogme. Ils veulent nous enfermer dans un dogme, tu vois, nous endoctriner, nous coloniser, quoi, tu vois, alors que c'est pas ça. Donc les Africains étaient très forts, très très forts. Parce que j'ai même suivi des gens qui ont dit que ils sont en avance que nous. Nos ancêtres étaient en avance. C'est-à-dire nous-mêmes là, on n'est pas arrivés là où ils étaient. On est en train de reboîter leur pas petit à petit, en fait, parce que l'histoire se répète. Est-ce que tu penses vraiment que l'argent, c'est la clé du monde? Non. L'argent, ce n'est pas la clé du monde. L'argent, c'est un outil. Ok, comment ça? L'argent sert à quelque chose. Tu vois, l'argent, c'est comme un couteau. C'est double tranchant, quoi. Tu peux prendre le couteau, tu fais la cuisine, comme tu peux le prendre, tu tues quelqu'un. Tu vois? Le problème, ce n'est pas le couteau, c'est celui qui en a, c'est celui qui a derrière, ou la façon dont ça a été eu, tu vois. Et sur ce sujet-là, je vais développer quelque chose, en fait. On nous a tellement fait croire que réussir, c'est de gagner de l'argent, qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à n'importe quoi pour réussir. Tu vois, pour gagner de l'argent. Ça crée de la concurrence déloyale. Et tu ne peux pas dire à quelqu'un que l'argent, c'est le dernier, c'est-à-dire c'est le dernier élément de la richesse, en fait. C'est lorsque tu as les 11 autres éléments, comme l'a dit Napoléon Hill, l'argent vient en 12e position. L'argent, c'est le dernier. Tu vois, en fait, il y a la santé, il y a la famille, il y a les bonnes relations avec les gens, il y a quoi? Le fait de se sentir en liberté, le fait de se sentir avoir la paix mentale. Tout ça, là, c'est des éléments qui viennent avant l'argent. Et l'argent suit après. Maintenant, il y a des gens qui sont prêts à violer tous les autres 11 éléments. Le raccourci. Donner leur santé en contrepartie de gagner de l'argent, sacrifier leur famille ou exposer leur vie sur des choses inutiles pour avoir de l'argent qui est imprimé chaque seconde. Même là où je te parle comme ça, il y a des fabriques de monnaie qui impriment cet argent-là. L'argent, c'est toi et moi, on s'est assis ou la société, on a décidé de faire confiance à des billets. Sinon, ce n'est pas ça l'argent. Tu vois, depuis 1971, lorsqu'on a dissocié l'argent, le dollar avec de l'or à la banque, l'argent a perdu sa valeur. Tu vois, on fait le truc. Mais c'est juste devenu une arme de destruction aussi pour les élites. Ça conduit la masse, ça fait qu'on utilise les gens on les fait des marionnettes, en fait, tu vois, à cause de l'argent. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de richesses qui sont au-delà, plus importante que l'argent. En fait, moi, je n'ai jamais été
Moi, à partir du moment où quelqu'un dit l'argent, c'est la clé du monde, je ne discute pas avec la personne. Parce que dire que l'argent, c'est la clé du monde, si tu envoies ce genre d'informations à un petit, à un enfant, c'est comme si tu fabriquais, tu sais mal la personne, un futur délinquant, un futur criminel, un futur dirigeant malhonnête qui est prêt à tout pour avoir de l'argent. Il faudrait beaucoup plus apprendre aux gens que, comme tu l'as dit, l'argent, ce n'est pas le premier élément qu'il faut chercher, ce n'est pas un raccourci. Il y a beaucoup plus, il y a des valeurs qu'il faut qu'un être humain doit travailler au-delà de l'argent. Et l'argent, comme tu l'as dit, c'est un dernier résultat. C'est un dernier résultat, en fait. C'est une conséquence, quoi. Ouais. Tu vois. Et est-ce que tu as un peu remarqué le phénomène de sexualisation de la société? Partout où on est, on est obligé de consommer du sexe. Tout ce qui est sexuel, on consomme ça. Est-ce que tu as remarqué cette hyper-sexualisation même de notre société dans laquelle on est? Oui, j'ai remarqué ça. On ne peut pas ne pas remarquer ça. Parce que c'est ce qui enflamme la toile, c'est ce qui, dans longueur de journée, c'est de ça qu'on parle, quoi, tu vois. Je pense que c'est juste démesuré. Et c'est utilisé à des fins. C'est comme je te dis, en fait. Il y a des personnes qui sont assises, qui nous observent tous, qui regardent quelles sont nos impulsions. Qu'est-ce que nous aimons? Qu'est-ce que nous aimons, qu'est-ce que nous n'aimons pas. Et comment est-ce que ces personnes-là peuvent nous tirer par le bout du nez pour atteindre leurs fins personnelles, leurs objectifs personnels, tu vois. Et donc, si tu prends conscience de ça, je crois que tu vas connaître au moins tes limites et tu sauras encadrer cela. La sexualisation n'est pas mauvaise en soi. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus transmutuelle même au monde. Si elle est bien dirigée, elle fait réussir. Tu vois? Mais si, au contraire, elle n'est pas gérée, elle détruit des carrières et elle fait disparaître des gens aussi. Moi, par exemple, ça fait plus de 5 ans, je ne regarde pas de films, je ne regarde pas de séries parce que, en fait, dans la plupart de ces films-là et de ces séries-là, c'est difficile de passer un épisode sans voir de scènes sexuelles. Oui, mais parce que les maisons de distribution et d'édition, c'est pour l'élite. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que moi, je suis très fan de la théorie du complot. Genre, je ne suis pas quelqu'un qui dit « Ah ben, moi, je ne crois pas qu'il y a des gens qui nous contrôlent. » Non, 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 moi, je crois à 100% à cela, tu vois. Et c'est pour eux. Aujourd'hui, il y a des... Tu peux écrire aujourd'hui un film, une série, tu proposes à Netflix ou aux grandes maisons de disques, tout, bon, pas de disques, de distribution. Ces maisons-là, elles vont revoir ce que tu as écrit. S'il n'y a pas des scènes d'homosexualité ou de sexualité, ils ne vont pas mettre leur argent dessus. On nous oblige à faire, à consommer. Mais regarde, même les dessins animés que les enfants regardent, ils ont introduit ça dedans. Ah bon? Bien sûr. Il y a des scènes d'homosexuels dans les séries, dans les dessins animés que les enfants regardent à la maison. Ouais. Même les parents ne savent pas. En fait, c'est une forme d'éducation. Même le fait d'insérer ça, c'est une programmation pour nous dire que ben, c'est normal. C'est normal. Peut-être que le jour où tu vas ressentir ces petites envies-là, vas-y, fonce. Mais dans 50 ans, ça sera normal que l'homosexualité sera normale. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. C'est pourquoi les gens doivent s'éduquer. S'éduquer, ce n'est pas s'instruire, c'est s'éduquer. C'est-à-dire apprendre un peu de tout sur la vie et savoir jusqu'où il faut aller, quoi. Se créer des limites. Même sur les réseaux sociaux, les gens, en fait, l'hypersexualisation même est de trop de l'autre côté sur les réseaux sociaux. Les filles ont compris le jeu et il y a plusieurs filles qui ont préféré cette facilité. Elles ont transformé leur corps en un fonds de commerce. Elles s'exhibent facilement parce qu'elles supposent qu'en s'exhibant, elles peuvent facilement atteindre leur objectif. Il suffit juste actuellement de nos jours de mettre ses seins sur les réseaux sociaux, de mettre ses cuisses. Et puis facilement, tu peux avoir une voiture avec ça. On voit plusieurs filles de nos jours qui parviennent à avoir tout ce qu'elles veulent, rien qu'en montrant une très bonne partie de leur corps. Et puis baf, ça les permet d'avoir tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça, ça existe, je suis d'accord avec toi. C'est une réalité en fait. Et on connaît tous des filles, au moins une ou deux qui font ça. Tu vois, on fait le truc. Mais mon frère, on va faire comment? Et c'est parce qu'ils sont conscients qu'il y a des gens, peut-être, il y a une majorité écrasante qui aime ce genre de contenu-là. Quand une fille publie, par exemple, une vidéo où elle est bien habillée, très bien vêtue, ça ne part nulle part. Mais il suffit juste qu'une fille s'habille de manière très bizarre, elle publie, et là, ça fait 1 million de vues très facilement. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Comment tu conçois Dieu? Pour toi, Dieu, c'est quoi? Ou c'est qui? Dieu, le petit D ou le grand D? Le grand D. Ah bah le grand D. Bah, le grand D, le Dieu, c'est l'être suprême. C'est celui-là qui
qui nous a créés et qui a laissé en nous une partie de lui. C'est-à-dire, en chacun de nous, il y a une portion divine. Tu comprends en fait le truc? L'être humain, si il avait conscience de ses pouvoirs et de ses capacités, il allait très vite se rendre compte qu'il n'y a aucun intermédiaire entre lui et Dieu. Nous sommes la créature que Dieu a mis au-dessus de tout ce qu'il a créé. Tu vois, si tu vois que ce soit dans le Coran, dans la Bible, moi j'ai lu, lorsque Dieu a créé Adam, c'était quoi? À la base, c'était juste un corps. Mais il lui a soufflé l'âme dans son oreille et il lui a appris le nom de tout. Il a demandé aux anges de poser la question à Adam pour savoir est-ce qu'il a compris ce que Dieu lui a dit. Les anges ont dit, bah, Dieu, tu sais déjà tout, tu connais déjà tout. Est-ce que tu lui as appris? Ça lui sert déjà. Il connaît tout. Et il demande à l'ange qu'on appelle Shaitan, Satan, diable, tout ça là, de se prosterner. Il a refusé de se prosterner. Bon, juste entre parenthèses, la partie là, en fait, il a soufflé. Tu vois, et c'est ce qui se transmet en nous aujourd'hui. Quand on te demande ton âge, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu connais ton âge? Ouais, je donne un chiffre. Un chiffre. C'est pas ton âge, c'est à partir du jour de ta naissance, non? Mais tu as existé avant de naître. Bien sûr, dans le ventre de ta maman. On a tous existé, on donnait des coups de poing là-bas, on était en vie, on voyait tout ça, tu vois. Mais, et plus loin, on était où? Avant le ventre. Avant même de se retrouver dans le fœtus de nos mamans, on était où? Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas remonter sur notre histoire, connaître d'où on était, c'est-à-dire on est né quand. Parce que c'est une suite logique en fait. C'est une chaîne qui va continuer. Donc Dieu, c'est cet être-là, suprême, qui est au-delà de tout, qui est au-delà aussi des petites, comment je vais dire ça, des petits jugements que les religieux font. Parce qu'il y a des gens qui se prennent, ils font comme s'ils sont plus proches de Dieu que nous. Est-ce que tu penses qu'il y a la notion de meilleure religion? Non, il n'y a pas de meilleure religion. Ah bon? Oui. Toi, tu es de quelle religion? Je suis musulman. Vrai musulman? Musulman pratiquant aussi. Ok. Oui. Mais tu ne crois pas au fait que l'islam, c'est la meilleure religion? Je ne pense pas que je puisse dire que l'islam soit au-delà des autres croyances des autres. Parce qu'on nous a dit, lakum dinukum waliya din. Tu vois en fait le truc? Lakum dinukum waliya din. Chacun a sa religion. C'est dit dans le Coran. Donc laisse-les avec leurs croyances et suis ta croyance. Mais on n'a pas dit aux musulmans de dénigrer ce que la croyance des autres. Dans le Coran. Tu vois, moi je n'ai pas vu cette partie-là. Peut-être les gens vont me le dire et tout, tu vois. Sinon, pourquoi Dieu va dire lakum dinukum waliya din? Pourquoi il allait dire ça, quoi? Genre, suivez votre croyance, laissez-leur dans leur croyance. Okay. Chacun a sa religion, chacun a sa croyance, tu vois. Okay. Parce que justement, chacun de nous est libre. Donc, dire que ma religion, c'est celle-là que je suis, ou que c'est celle-là que j'ai foi en celle-là, ne veut pas dire que je dénigre les autres. Tu vois, moi, je suis beaucoup plus spirituel que religieux. Je sais que les gens, après, ils vont spéculer comme ils veulent, mais on est à 99% des êtres spirituels. Ouais, carrément. Ce qu'on voit en nous, là, le corps, là, ce qui est physique, là, ce n'est que 1% de ce que nous sommes. On est plus invisible que visible. Ouais. On est plus métaphysique que physique, en fait. Tu vois? Mais les gens ne comprennent pas cela. Donc, ils rentrent dans des débats de caniveau. Ah ben, lui, il est musulman, lui, il est chrétien, lui, il est athée, lui, il est ci, lui, il est ça. Moi, quand je vois même des débats des gens qui disent « Ah, qui est Dieu, qui a... » On n'a pas besoin de ça, mon frère. On n'a pas besoin de débattre avec quelqu'un pour connaître qui est Dieu. Ouais. Dieu, il est en toi. Ouais. Tu vois, il est en chacun de nous. Ouais. Et on a ce contact direct avec lui. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas de religion qui sont plus proches de Dieu que les gens qui sont dans des religions. Carrément. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y a des gens sans religion qui sont plus proches de Dieu parce qu'ils ont compris les codes. Tu comprends en fait le truc, les codes astrales et tout. Tu vois, ils savent comment faire. Ils sont plus proches de Dieu que les croyants, les religieux. Les religions, en fait, tu vois. Parfois, les plus mauvais, même, c'est nous, quoi. Est-ce que tu crois à la vie après la mort? Bien sûr que je crois à la vie après la mort. Ah bon? Ouais. La mort même, c'est pas le fin de la vie, hein. Ah bon? Pour moi, la mort, c'est pas le fin. C'est juste, en fait, c'est juste comme une escale, quoi. Genre, tu veux te rendre à Paris, on te dit, tu fais escale à Casa. Pour toi, après la mort, il y aura quoi? Après la mort, il y aura une vie éternelle. C'est ce que je pense. Pourquoi? Je t'explique. Pour moi, nous vivons dans une énergie. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé.
Donc, je pense qu'elle n'a pas de fin aussi. Ok. Parce qu'il suffit d'observer. Tu sais, il faut avoir les yeux pour regarder et des yeux pour observer. Les deux yeux qu'on a ici nous servent de regard. On regarde. On analyse, on dit, voici, ça c'est rouge, ça c'est blanc, ça c'est le jour, ça c'est la nuit. Mais les yeux de l'esprit te servent d'observation, si tu es intelligent. Il suffit d'observer l'univers. Aujourd'hui, on est dans des avancées scientifiques et technologiques qui nous ont permis de comprendre un peu l'immensité de l'univers visible. On ne parle pas de l'univers invisible parce qu'on n'a pas idée de ce que c'est. Juste ce qu'on a pu voir d'abord. Si tu essaies de faire une comparaison, on ne représente rien dans l'univers. Ouais. Nous les humains, Ouais. nous le globe terrestre, Ouais. nous la planète Terre, on ne représente rien. Parce que si tu vas à une certaine distance, on est même invisible. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit que l'être humain, c'est le microcosme dans le macrocosme. Tu comprends en fait le truc? Donc, quand tu vois tout ça, on te dit que il y a peut-être une vie possible avant et après la mort. Il suffit de te poser la question, est-ce que je vivais avant d'être ici? Oui, tu vivais avant d'être là. Donc, Moi- c'est que tu vivras après ici aussi. Moi, pour moi, la fin du monde n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Nulle part même, il a mentionné fin du monde. C'est Voilà. fin de l'humanité. Ouais. Et moi-même, peut-être que la fin de l'humanité même n'existe pas. Dieu a tellement pris le temps de concevoir la vie, de bien Ils vont faire. dire, bon, voilà, voici un podcast de deux fous. de bien faire cette vie-là, que, en fait, quand tu vas mourir aujourd'hui, demain, c'est un autre Boris qui va se réveiller. Ah, la réincarnation. Ouais, moi, Ah je oui, crois, ah oui, ah oui, ah je oui. crois à la réincarnation parce que je me dis, aujourd'hui, quand je meurs, demain, je vais me réveiller, je vais continuer cette vie-là. C'est un Ok. cycle. Tu es- C'est un cycle qui ne finira jamais. Tu es à ta combienième vie comme ça? C'est quoi? Ben, je n'ai pas idée, mais peut-être que ça va être ma deuxième vie. Je me Bon, moi, je souviens, pense que c'est ma 7e vie. Hein. la septième vie. Ouais. Moi, j'avais une autre vie. J'avais une autre vie. Je me souviens, les flashs me viennent et je crois qu'après cette vie-là, j'aurai encore une autre. Ouais, tu vas te réincarner. Ouais. Est-ce que tu as un peu remarqué ce pressing guinéen là sur le rappeur Black M? Ah, là, on va parler des artistes maintenant. Ouais. Black M. Il subit un pressing énorme. Ah. Ah, Black M, il n'a pas fait ça. Ah, il aurait dû venir aider les Guinéens pendant tel moment. Ah, il ne devait pas se coller à tel Guinéen. Ah, il ne devait pas aller dans tel endroit. Quand je vois ça parfois, je dis, ben, Ouais. quel bail. Bon, tu sais, Black M, je pense que je peux parler de lui parce qu'on se connaît ça, on se connaît pas personnellement, tu vois. Mais je sais que peut-être qu'il verra ça. Moi, tout ce que j'ai à lui dire, il n'est pas obligé de faire tout ce qu'il fait. Mais s'il fait quelque chose aussi, il n'est pas non plus obligé de nous embrouiller, quoi. Ah bon, il nous embrouille? Tu vois, en fait, le truc, pourquoi il nous embrouille? La petite incohérence que je vais te rappeler, c'est quoi? Black M est venu en Guinée, il a chanté Je suis à l'Ouest. Quelques mois après, il parle, il chante Je suis français. Pour toi, c'est contradictoire. Bien sûr que c'est contradictoire. Tu comprends en fait le truc? Il y a plein de choses en fait. Black M, c'est pas pour l'attaquer ou le dénigrer, j'ai rien contre lui, tu vois, parce que je ne le connais même pas personnellement. Si on parle de Black M, l'artiste, c'est que l'artiste qui nous a fait rêver. Moi, je me rappelle en 2014 quand il sortait Ailleurs, quand il sortait Les yeux plus gros que le monde. Ah, mon frère, c'était mon kiff toute la journée. Tu vois, ici à Dabompa même, j'écoutais ça. C'était quoi? C'était une méga star pour nous. J'ai pas eu la chance d'assister à ses concerts, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, il doit juste encadrer ce qu'il fait. Tu vois? Comment Faut ça? pas, il va aller dans des débats de caniveau, tu vois. On n'aimerait pas avoir le Black M qu'on a connu là, le grand là, être dans des débats avec des gens sur méta, tu vois, ou bien qui se mettent à sa place, quoi. Tu Ouais. vois, en fait, le truc. Je vais te donner un exemple. Tu penses qu'aujourd'hui, pourquoi les rappeurs qui dominent la France sont tous des Congolais? Pourquoi la question? C'est parce que lorsque l'un d'entre eux a atteint le sommet, ils se sont tirés. Ils se sont tendus la main. Ouais. Viens, Ouais. viens. La première fois que moi j'ai connu Niska, c'était avec son featuring avec Maître Gims. Ça paie comme jamais. Oui, carrément, pareil. Tu vois, en fait, le truc. Donc, quand on parle de Black M, pourquoi il n'aurait pas aidé les artistes guinéens lorsqu'il était à son prime? Ça ne veut pas dire que forcément... Parce que souvent, quand tu parles de ça, les gens vont dire, ah, c'est Gianni qui devait... Non, même s'il prenait Albert Kekson, même s'il prenait qui? Fadouba, il prenait un autre rappeur qui n'est pas Gianni pour le faire, on aurait quand même aimé le voir, quoi, tu vois. Mais s'il n'a pas pu faire ça, faut pas, il va venir là aujourd'hui pour le faire. De toute façon, il n'est pas obligé de faire, quoi, tu vois. Ok. Mais quand il vient de nos jours faire donner de petites forces aux gens, comment tu vois cela? Ah bon, on n'a pas besoin de petite force. Ok, il vient donner, je retire le mot petit, Ouais. il vient donner de la force aux gens. Ouais. Est-ce
Est-ce que les gens doivent mal percevoir cela? Oui, les gens ont le droit, ils sont légitimes, tu vois, de se dire que Black M aussi vient chercher le buzz. Ah bon, il vient chercher le buzz en Guinée? Les gens ont le droit de le dire. Mais on parle de Black M. Les gens ont le droit de le dire. On parle de Black M Oui, qui a... mais tu peux pas leur prendre ce droit qu'ils ont là. Ouais, je peux pas leur prendre ce droit, mais quand il s'agit de Black M, Oui. faut quand même respecter le personnage Oui, Black M. c'est le fanatisme aussi qui fait ça, tu vois. Non, pas le fanatisme de notre part ou bien de la part de ces gens qui exercent ce pressing. En fait, des gens qui pensent que, voilà, on a vu Maître Gims taper poteau à Conakry ici quand même, Oui, bien sûr. à son prime. Donc, Black M a tapé poteau. Non, je parle pas de ça. Donc, Black M serait qui pour ne pas venir chercher de la force quelque part? Ok. Donc, actuellement, c'est lui qui vient chercher de la force. Parce que en moi, Guinée. c'est dommage quand je vois Black M dire, par exemple, que lui, il est né, il a grandi sur l'axe. Il est né, il a grandi sur l'axe. Tu sais, moi, je vais parler de lui sans filtre, quoi, tu vois. Et tout artiste, tu vas me demander ici, même si ce sont mes proches, je vais parler de sans filtre, tu vois. C'est pas logique que Black M nous dise ça. Est-ce que tout ce qu'il vient faire actuellement en Guinée, c'était une prophétie de Gianni? Quand il dit en Poulard, je sais pas, il avait dit quoi? C'est de Porto Sartre, de Guinée comme ça. Voilà, est-ce que c'est sa prophétie qui est en train de se réaliser? Ah ben si c'est ça, Gianni a fait beaucoup de prophéties. Hein. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a chanté l'homme du peuple africain en 2015 avant qu'on ne voit quelqu'un qu'on pensait être l'homme du peuple. Bon voilà, ça je ne vais pas aller dans ce sens-là parce que je suis en Guinée. Après, s'il dit ça, s'il est de Porto Sartre, Guinée Kassare, peut-être c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que c'était un message adressé directement à Black M. Et on a vu Black M être là. Et Gianni a parlé d'Alpha Condé, on a vu ce qui s'est passé. Avant même, il avait prédit ce qui allait se passer sur lui. Ah ben, je pense que quelque part, c'est un prophète, quoi. D'accord. Tu as vu le mariage de Dédé, Prêche Dédé. Ouais, est-ce que tu as un peu fait, est-ce que tu as fait la lecture de tout ce qui est en train de se passer? Oui, j'ai fait la lecture, j'ai même lu son post. J'ai lu son message. Il faut savoir que Dédé, je pense qu'on était au téléphone avant-hier ou après, je sais pas, en tout cas cette semaine on a parlé. Mais il a décidé de faire son mariage, on n'a pas parlé de ça en fait, il a décidé de faire son mariage, ce que moi je comprends, il a décidé de faire son mariage comme bon lui semble. Tu vois, c'est la façon dont il a voulu le faire, il a le droit de le faire. On n'a pas le droit de lui dire ce qu'il aurait dû faire et comment il aurait pu faire. Tu vois, je ne pense pas que les gens réalisent à quel point ils se laissent emporter par leurs émotions. Parce que ce que Dédé a déploré dans son post ce matin, je pense que c'est les personnes qui ont publié la photo de sa femme sans son consentement, en fait, tu vois. Mais après, d'une part, je le comprends, mais d'une autre part, je me dis que c'est une personnalité publique quand même. Sa femme aussi est connue. Il est connu. Donc, il suffisait juste de savoir il a épousé qui. Tu vois un peu le truc. Donc, si tu vois que les autres artistes ou les autres personnalités publiques qui se sont mariés, ils n'ont pas publié leurs femmes, c'est parce que peut-être leurs femmes ne sont pas si connues que ça sur les réseaux sociaux. Tu vois en fait le truc. Mais on ne connaît pas, par exemple, la femme de Striker. On ne connaît pas la femme de Jupiter. On ne connaît pas la femme de beaucoup d'autres personnes. Et pour Striker, déjà, quand il a parlé de sa femme, je crois bien que c'était la première fois de parler de sa femme dans le podcast. Oui, de parler de sa femme. Dans le podcast. Quand on a publié, il y avait des gens tellement qui spéculaient. Il y avait tellement de demandes. Mais c'est qui sa femme? Les gens essaient de faire des tags, ça ne sortait pas. TikTok a proposé dans la barre de recherche la femme de Striker. Et puis quand tu tapes, tu vas voir d'autres visages qui sont loin de... Vous ne la verrez jamais. Vous la verrez pas. C'est une personnalité publique. Mais ce qui est à déplorer, c'est comme il a dit, les gens n'ont pas le droit de filmer quelque chose là-bas et publier. Mais après tout, c'est un peu difficile parce que c'est une personnalité publique. Et il ne peut pas interdire ça. Peut-être qu'il aurait dû penser à ça avant le mariage. Il aurait dû... faire quoi? Il aurait dû inviter des gens beaucoup plus civilisés. Mais tu penses que les gens qui ont publié ça, ils les avaient tous invités? Comment ils se sont rendus là-bas? Non, peut-être c'est forcément quelqu'un ou peut-être son entourage. Je t'ai dit, le problème, c'était parce que la femme aussi est connue. Okay, même si elle n'est pas connue du grand public. Mais moi, j'ai vu des personnes qui la connaissent. Qui l'ont identifiée. J'ai même visité son profil. Parce qu'on la connaît au moins un peu. Et en fait, la société a essayé de mettre en place des critères de beauté. Quand tu ne te retrouves pas dans ça, des critères majoritaires de beauté, quand tu ne te retrouves pas dans ça, pour toi, pour eux, tu as fait un choix bizarre.
ils font des jugements de personnes, ils font des jugements sur tel, tu n'es pas comme ça, tu devrais pas l'épouser, tu as épousé une vieille. J'ai même vu des gens qui disent qu'il est devenu le Emmanuel Macron de la Guinée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, est-ce que les gens réfléchissent? Tu sais, je te dis, bro, tu sais, je pense que c'est ça qui m'avait dit ça un jour. C'était une parabole, une anecdote comme ça, je te dis. Tu sais, avant, dans nos quartiers, avant qu'il n'y ait les réseaux sociaux, on s'asseyait, genre dans ton quartier, tu as ton groupe d'amis, lui aussi il a son groupe d'amis, moi aussi j'ai mon groupe d'amis, tu vois. Mais dans chaque groupe d'amis, il y a un maboule. Tu comprends en fait? Il y a un gars, il n'est jamais intelligent, il ne raisonne jamais bien. Quand on dit c'est noir, il dit c'est blanc. On a tous ces personnes-là. Maintenant, tu sais, ils existaient. Avant, ils ne se croisaient pas souvent. Ouais. Le maboule du sud croisait rarement le maboule du nord. Maintenant, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'Internet, les maboules se suivent. Sur les réseaux. Les maboules sont devenus influenceurs. Ils sont suivis par des milliers ou des millions de personnes. Ouais. Donc, ils essayent d'abêtir maintenant les gens qui étaient un peu intelligents. Ouais. C'est comme une religion, quoi, pour les introduire dedans. Et les gens qui ne sont pas assez intelligents tombent aussi dans le piège. C'est ça maintenant. Donc, tous les maboules sont en relation, ils ont des groupes WhatsApp, ils sont en communauté, ils sont bien organisés. Le maboule de l'Océanie est en contact avec le maboule de l'Asie du Nord, celui du Canada, celui de la Guinée. Donc, ils se connaissent. Donc, maintenant, malheureusement, ce sont ces gens qui sont les premiers à venir sur tes posts, les premiers à publier parce qu'ils ont compris une chose, il faut faire un commentaire déplacé pour avoir plus de likes, avoir plus de réactions. Ouais. Tu vois, en Guinée, c'est dommage parce que ce n'est pas réglementé. Ouais. La DPJ ne fait pas son travail dans ce sens-là. Ouais. Il n'y a pas une police sur les réseaux sociaux comme en Côte d'Ivoire. Ouais. En Côte d'Ivoire, tu fais ça, il suffit juste qu'on t'identifie. Même avec un faux profil, on t'identifie en Côte d'Ivoire. Même avec un faux compte. Au Sénégal, la même chose dans les autres pays. Mais ici, en Guinée, quelqu'un va se lever là, il insulte ta mère ou bien il te fait des diffamations en violant les articles de la loi. Il te faut aller. Ou bien aller même payer les gens là-bas à la DPJ. Pour qu'ils accélèrent. Ou même user de tes relations pour qu'ils t'aident à arrêter la personne ou faire les choses. Tu vois? C'est ce qui est dommage en fait. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes là en Guinée, on devait fermer leur bouche pendant un moment. Tu vois? Surtout sur les réseaux sociaux. Parce que je vois parfois des commentaires. Moi, récemment, j'ai commencé à bloquer certaines personnes. Parce que je vois ce que tu fais, je dis, ah ben non. Je ne suis pas obligé de revoir ça, quoi. Ouais, moi, ça fait un bon moment. Je bloque les gens. En fait, avant, je laissais tomber. Avant, je masquais, maintenant, je bloque. Quand je vois la réaction des gens, parfois, je me demande qu'est-ce qui pousse un être humain à faire ce genre de truc. Comme dans les commentaires, par exemple, du mariage de Dédé. Quand je vois des gens réagir, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, je te dis, en fait, bro. Les gens, lorsqu'on vit dans un pays où les cadres ne sont pas respectés, c'est-à-dire quand je dis les cadres, je ne parle pas des personnes, on n'a pas de limite. Y a pas de... Tu vois, en fait, il n'y a pas de rigueur, rien n'est encadré. C'est comme si on vivait dans une brousse, dans une forêt, et que ce n'est pas des humains. Parce que ce qui fait un pays, ce qui fait un territoire, c'est lorsque le territoire est régi par des lois et qui sont appliquées. Mais s'il y a des lois qui ne sont pas appliquées, pourquoi elles sont là? D'accord. Donc, c'est ça. On revient sur la dernière planche, la crypto-monnaie. Comment tu t'es lancé dedans? La crypto-monnaie, la petite histoire, je ne sais pas qui m'avait même mis la puce à l'oreille. Je pense que j'ai entendu ça avec Cosimone, je crois. Je ne sais pas. J'ai regardé une vidéo sur YouTube et tout. Okay. Après, c'était en 2019. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Parce que tu sais, on a un certain âge dans la vie. Quand tu es à cet âge-là, c'est comme si tu as de l'excitation en toi. Il y a une grande curiosité. Tu bouillonnes. Donc, tu vois tout, tu te jettes dessus. Tu veux essayer. Tu veux tout essayer, tout tenter. Parce que c'est comme si tu as une certaine pression sur toi. Tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé dans la crypto-monnaie. Et j'ai vu que plus tard, quand j'ai essayé de creuser, il n'y avait personne autour avec qui je pouvais parler de ça. Parce que les gens, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas c'était quoi. Et je pouvais pas acheter aussi mes premiers cryptos parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Et donc, j'ai commencé à aller sur YouTube, à regarder beaucoup de vidéos. Déjà, je me suis beaucoup plus intéressé au Bitcoin. Après, l'Ethereum. Il y avait beaucoup de cryptos qui existent aujourd'hui qui n'étaient pas encore venus. Donc, j'ai essayé de voir l'histoire de la personne qui est derrière. Le mystère, c'est trop fascinant. Tu vois, ça, c'est incroyable. Maintenant, il y avait toujours des zones d'ombre, quoi. Tu vois, il y avait des informations que moi, je n'arrivais pas du tout à capter parce que, tu sais,
Il y a l'information que tu reçois sur YouTube, sur Facebook, c'est gratuit. Parfois, ça te sert à quelque chose. Mais les informations que tu payes te servent toujours à quelque chose. Carrément. Parce que tu vas appliquer ce que tu as appris là-bas, Ouais. parce que tu as payé. Tu as mis de l'argent. Tu as mis de l'argent, tu vois. Donc, c'est lorsque j'ai commencé à payer des formations, je me suis intéressé beaucoup plus à ça. J'ai dit, bon, maintenant, ce n'est plus maintenant une tendance. C'est un mode de vie. Tu vois, moi, je paye mes billets d'avion par crypto. À chaque fois que je voyage, je paye des hôtels parfois en crypto. Parfois, je fais des réservations de billets pour des personnes en crypto-monnaie. OK. Maintenant, il y a plusieurs manières de gagner. Il y a des gens qui font la crypto, pas pour gagner l'argent. OK. Tu vois, d'autres, c'est pour sécuriser leur business. Parce qu'aujourd'hui, il y a des business. Imagine sur des business de transfert d'argent, il y a beaucoup de risques. Tu vois, il y a beaucoup de risques, il y a des limites, il y a des restrictions, il y a les banques qui interviennent. Parce que ce que les gens ne savent pas, lorsque tu fais une transaction ici, c'est que la banque a intervenu, le gouvernement a intervenu et ça traîne, ça prend du temps. Et on voit l'allure des choses dans ce pays-là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent aujourd'hui la crypto-monnaie pour garder leur argent. Je vais te raconter une petite histoire que j'ai vécue récemment. Bon, pas moi, j'ai vu quelqu'un. Excuse-moi, c'est le grand frère d'un ami. Lui, c'est un entrepreneur. Il est dans le BTP à Dakar. Donc, il avait un chantier sur lequel il travaillait. Donc, il a reçu des fonds, 90 millions de francs CFA. Tu vois, beaucoup d'argent. Si c'est près de 150 000 $, tu vois. Quand il a reçu les fonds, dès que la banque a fait la réception des fonds, ils ont bloqué l'argent d'abord. Ils l'ont demandé de venir se justifier. Et ces téléphones-là, c'était le propriétaire du chantier, le client qui lui avait envoyé ça pour son chantier. Donc lui, la banque lui demande d'aller justifier la provenance de ses fonds parce qu'il n'a pas l'habitude de recevoir des gros montants comme ça. Il fait des transactions de 10 millions, 15 millions, 20 millions, mais jamais 90 millions d'un coup. Tu vois? Donc, il part pour faire ses justifications. On le fait traîner pendant 3 jours. Et c'était mardi, je crois. Mercredi, jeudi, vendredi. La banque n'a pas pu aller là-bas le samedi. Donc, dimanche, lundi, ça faisait maintenant bientôt une semaine. Le client a commencé à se poser des questions. Ça a créé une crise de confiance entre eux. Le client a porté plainte contre lui parce que le client n'était pas au Sénégal. Il a envoyé quelqu'un porter plainte contre lui. On a pris le gars, ils sont partis à la police. C'est pas comme ici où tu peux aller régler une affaire vite fait sortir. Ils sont partis, il y a toute une procédure judiciaire. Il fallait que le gars il amène des justificatifs, que la police aussi fasse ses enquêtes pour savoir d'où l'argent vient, pour savoir aussi est-ce que c'est pas blanchiment d'argent, terroriste, quoi et tout. C'est vrai, ils ont leur raison, tu vois. Le gars, il a passé 2 jours en garde à vue. Le temps qu'on finisse les enquêtes parce que l'argent était trop. Tu vois. Et la banque, quand ils ont compris que c'était pas mauvais, ils lui ont pas donné l'argent. Ils ont retourné l'argent chez le client. Quand il est sorti là-bas, il est parti voir son petit frère qui est mon ami là pour lui dire, bon, à partir d'aujourd'hui là, c'est par USDT on va m'envoyer l'argent. Ah ouais. Parce que là-bas c'est instantané. Même à 3 h du matin la nuit, tu as 100 000 $ USDT, tu peux trouver quelqu'un qui peut te donner de la liquidité. Sans payer un seul frais. Je peux t'envoyer $1 million sur ton compte, sur ton adresse, on ne paye même pas $1 de frais. Tu vois, c'est 100% transparent parce que ce n'est pas contrôlé par une personne. C'est un système qui se soutient lui-même, qui est autonome, qui est la blockchain, tu vois, qui supporte tout. Donc, tout le monde peut voir. Tu peux aller voir les transactions que d'autres font à l'instant T sur les réseaux, sur la blockchain. Tout le monde a accès. C'est comme un grand cahier, un registre dont tout le monde a accès. Genre, tout le monde peut voir. Tu peux savoir qui a fait ça, mais tu peux pas sauf identifier les gens, quoi. Mais tu peux connaître les adresses, les moyens utilisés. Tu peux pas voir les montants aussi, tu vois. Donc, la crypto, c'est pas... On n'a pas besoin de dire aux gens maintenant, il faut t'intéresser. Il y a des gens qui viennent pas pour gagner de l'argent. Tu n'es pas obligé de venir pour gagner de l'argent, mais tu es obligé de te former. Tu es obligé d'apprendre un peu pour savoir comment préserver ton argent parce que le taux d'inflation de 10% va détruire les gens et ça continue de briser aussi des gens. Des gens qui travaillent pour économiser, on vous dit travail et économiser. C'est le système de capitalisme. Épargner, alors qu'eux, ils n'épargnent pas. Ils prennent votre argent pour investir parce que les banques appartiennent aux riches. Tu vois, lorsque le riche crée sa banque, c'est pour que ses amis puissent avoir où prendre de l'argent quand ils veulent. Carrément. C'est comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais. C'était un grand plaisir de te recevoir. Je crois qu'on fera la deuxième partie de ce podcast où on sera uniquement axé sur business, comment faire de l'argent, de tout ça en fait. Quel est ton dernier message? Mon mot de la fin, ce que je peux dire, c'est... La jeunesse guinéenne, elle a un potentiel.
très énorme. Parce que je fais partie d'elle, je connais déjà les réalités, je connais beaucoup de jeunes qui se battent ici. Que si on n'a pas les conditions, si on n'a pas les moyens qu'ils nous donnent, celui qui trouve que partir c'est mieux pour lui qu'il aille, mais celui qui pense qu'il peut réussir ici, qu'il s'arme de courage, de persévérance, de force surtout, et de mental. Il en a besoin. Il a besoin de plus de mental que d'argent, que de financement pour investir dans son projet. Donc en tant que jeune Guinéen, quand tu lances un projet, il faut aller chercher plus le mental que de chercher le financement. Je pense qu'on devait faire des levées de fonds de mental. On envoie nos mentalités pour aider les gens. La force mentale pour pousser les gens, parce qu'il faut ça. Il faut ça. Sinon, un jour, tu vas te réveiller, tu dis, j'arrête tout. Ouais, les entrepreneurs, ils meurent 3 fois, 4 fois par jour avant. Donc, c'est ça. C'est normal. Merci pour tout l'enseignement. Tout le plaisir a été pour moi, mon frère. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.